on attaque le dernier virage de notre soirée. Pour ce MVP, Rafik, Giannis, il est encore dans le coup? Comment directement avec Giannis? Bon, en vrai, il sera pas Rafik, MVP. dis-le, Il sera pas MVP. Il Attendez, Il ne sera pas messieurs, on va quand même Il ne remettre sera les pas choses. MVP, mais il sera dans le top 3. On va quand même remettre les choses dans leur ordre. Juste là, pour poser les bases à cette heure-ci. Le classement là pour le MVP. Donc le MVP ladder qui est sorti par NBA.com, etc. Pour le moment, numéro 1, Nikola Jokic. Numéro 2, Joel Embiid. Numéro 3, Giannis Antetokounmpo. Numéro 4, Chris Paul. Et numéro 5, Luka Doncic. Luka Doncic. Ouais, je mettrais 5. Non, je ne mettrais pas dans le 5, Luka Doncic. Ah, il remonte bien avec Dallas. Hein. Ah, c'est vrai qu'ils font une belle fin de saison. Ils sont 5e, je crois, à l'ouest. Pour l'instant, ils font pas les play-in, hein. Ils font des play-offs directs. Hein. Ah, c'est une très belle performance de la part des Mavs, qui feront donc la 2e saison consécutive en play-off. Et au premier tour, potentiellement parlant, ils affronteraient Denver. Ouh. Ils vont se faire gonfler, hein. Ça c'est évident. Mais ce serait pas mal. Bon, déjà, les 5. Est-ce que déjà les 5 qui ont été mentionnés par ce classement d'NBA.com paraît crédible? Parce que je crois que Mapenda, tu as un autre avis là-dessus. Voilà. On t'écoute. Déjà, pour moi, Chris Paul, il a rien à y faire. Wow. On va commencer. C'est violent. Non, Chris Paul. C'est violent. Tu commences. Chris Paul, pour moi, il a rien à y faire. Et plus scandaleux, je peux pas comprendre pourquoi Curry n'est pas dans les 5. Je dis pas être dans le... Mais pour moi, il doit être dans les top 5. Ouais, déjà. J'ai l'impression d'écouter Samuel là. Vraiment, mais vraiment. Déjà au classement des 5, ok? Qui pour vous sont dans les 5 déjà à titre personnel? Ce serait déjà bien de tabler là-dessus parce que, à mon avis, il y a pas mal à dire avant de dire selon vous votre MVP potentiellement parlant en termes de titre. Je peux commencer? Vas-y, je t'en prie. Là, après, pour le coup, celui qui n'y est pas, ce que je peux comprendre vu la blessure, c'est James Harden. James Harden, quand même, avant la blessure, il était à un niveau qui méritait d'être... Après, je ne sais pas combien de matchs il rate exactement, si ça fait beaucoup pour... Ça fait un mois qu'il est absent. Ça fait un mois. Oui, un mois, c'est vrai que c'est beaucoup. Mais franchement, vu le niveau qu'il avait affiché, je pense quand même qu'il méritait d'être mentionné au moins, tu vois. Bien sûr. Après, comme j'ai dit, Curry. Et... Après, c'est cohérent, tu vois. Kawhi, je calcule plus trop les saisons régulières des Clippers, mais Kawhi, je sais pas trop où est-ce qu'il en est là en ce moment. Ah, il a eu pas mal de pépins physiques, hein. Il a eu pas mal de pépins physiques. Non, il est même pas dans les mentions honorables pour le MVP. Non. Il sera dans les All-NBA à mon avis. Moi, c'est... Ouais. Et LeBron aussi, même si là, il se blesse, il s'est blessé. Mais avant... Ah non, j'ai dit avant les blessures aussi, il aurait mérité d'être dans le top 5 aussi, je pense. Oui, complètement. Ouais. Si, après, moi, je pense que cette année, la saison, elle va être un peu tronquée par les blessures, parce que je pense que si déjà t'as KD qui joue beaucoup plus de matchs, si t'as Harden et LeBron qui jouent beaucoup plus de matchs, pour moi, ces trois-là, ils doivent y être, tu vois. Sûr, mais c'est une saison particulière post-Covid. On sait très bien que les matchs sont très resserrés et on a affaire à 3 joueurs qui ont plus de 30 ans. Il ne faut pas l'oublier non plus, cette condition physique qui commence à jouer. La préparation, il n'y en a pas eu. Vous êtes plus exposé aux blessures. Et concrètement, il y a un changement de pouvoir par rapport au titre d'MVP. Rafik, pour toi, quels sont tes 5? Moi, je suis assez d'accord avec le top 5 proposé par NBA, par le site de NBA. Juste, je mettrais en 5 Curry à la place de Doncic. Et je garde CP3 en 4 parce que faut pas oublier que Phoenix était même premier de premier NBA il y a quelques jours. Il est statistiquement, il n'a pas les stats que les 4 autres que j'ai cités dans mon top 5, mais en termes d'impact, il est vraiment dans le top 3 NBA aujourd'hui. Venir dans une franchise, la faire passer de
de 9e, 10e position à premier comme ça. Mais en plus, c'est premier, 46 victoires, 18 défaites. Hein. C'est une belle saison. Dans ce cas-là, si tu mets CP3 dedans, pourquoi tu ne mettrais pas Donovan Mitchell, par exemple? Ah oui. Parce que Donovan Mitchell, parce que en fait, l'importance qu'a Chris Paul à Phoenix, elle n'est pas la même que Mitchell au Jazz. Le Jazz peut gagner peut gagner pas mal de matchs sans Mitchell. Mais oui. Et j'en suis moins sûr pour les Suns. Parce que on a vu Booker et Eton, chef de cette équipe de Phoenix, ça perd plus que ça ne gagne. Je pense que cette année, ils auraient eu un meilleur bilan sans Chris Paul. Je pense qu'ils seraient peut-être 8e, 7e. Je pense qu'ils seraient au même niveau que Memphis. Memphis, Golden State, etc. Mais vraiment, Chris Paul change la dimension de la franchise pour moi. Vlad, tu veux commencer avant que moi je rebondisse sur mon top 5 déjà? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bah écoute, alors après le top 5 en lui-même, il est plutôt cohérent. Bon, moi je mets Embiid en premier. Après Jokic en second, ça me va parce que malheureusement, pour moi, il y a le début de saison de Denver qui fait un peu tâche. Même si là ils sont très bien remontés, très bien même. Oui. Giannis, bref, allez, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Même si c'est dur à te dire. Non, mais c'est dur. Hein. Mais alors là, je pense que je vais faire plaisir à Rafik, mais je pense qu'en effet, on sous-estime beaucoup trop l'apport de Middleton. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça va, Rafik? Tout va bien. Totalement d'accord avec toi. Non, et ça, de toute façon, je le sais. Je le sais que Middleton est un joueur sous-apprécié. Mais donc voilà, donc pour moi, Chris Paul en 4, pour moi, il a sa place. Moi, ça me va très bien. Par contre, je mets pas Luka Doncic en 5 et je vais peut-être vous surprendre. Mais pour moi, celui qui doit rentrer dans le top 5 MVP, Julius Randle. Ah, bonne réponse. Super plutôt MIP. Oui, alors après, en effet, MIP, moi ça me va très bien et il y a de très fortes chances qu'il le gagne. Bon, après, il y a aussi Jordan Clarkson, mais lui, je crois que c'est plus pour le titre de 6e homme, lui, qui va postuler. Ah, exactement. Mais, je pense qu'il aura, à mon avis. Pour moi, il mérite son top 5, Randle. Ton classement, je le trouve superbe. Vraiment. Merci, tu me fais plaisir. Non, mais là, je t'en prie, là. Je bande. Non, calme-toi. En 1. En fait, je m'attendais pas du tout. Je vais ouvrir une bouteille d'eau, c'est bon. Excusez-moi. Alors, pour ma part, en 1, Embiid. En effet, le début de saison de Philly est exceptionnel. Et la régularité qu'a Joel Embiid en termes de performance est incroyable. Pour ma part, le pivot camerounais mérite son titre d'MVP. En effet, le début de saison de Denver, comme l'a dit Vlad, était coup-ci, coup-ça, très moyen. Il fallait démarrer la machine, pas mal de convalescence de la part de certains éléments majeurs du vestiaire. Et ça conduit à ce que Denver soit plusieurs fois 6e, 7e. Hein. Ils ont pas mal pataugé. Alors en effet, là, ils sont 4e, je crois. Voilà, donc ils sont tête de série. Ils vont même remporter la division Nord-Ouest aussi, je crois, du côté des Nuggets. Mais ça a été dur, ça a été compliqué. Et pour ma part, le Joker, Tu mets vraiment Embiid devant Jokic. Bien sûr. Oui. Après la seule contrainte, la seule contrainte par rapport à Embiid, c'est qu'il a été blessé. Blessure qui a. Il a 20 matchs de moins que Jokic. C'est ce que je suis en train de te dire. En fait, c'est ce que je suis en train de te dire. Au-delà de ces blessures-là, il faut pas oublier le début de saison de Jokic. Hein. C'était complexe. Hein. Il était un petit peu pâteau, un petit peu lourd et tout. Là, on est très impressionnés. Mais bien sûr. Il était dominant. Il était dominant depuis le début de saison. Jokic, oui. C'était surtout Jamal Murray qui était en dessous. En fait, ce que je suis en train de te dire, c'est que quand ton équipe ne gagne pas autant, c'est normal que ça joue sur ton classement MVP. C'est pour ça que moi, je suis pas d'accord quand vous parlez de Curry par rapport au titre MVP. Frère, ton équipe, elle lutte pour avoir le 50% malgré tes pertes de ouf. Or, je termine mon classement. Ensuite... On dit pas qu'il est MVP, on met 5e. Oui, mais même dans le 5, Curry n'est pas censé être dans le 5. Oh là là. Pour ma part, il n'est pas censé être dans... Non, pour ma part, non. Parce qu'il y a d'autres mecs qui ont été plus performants que lui avec leur équipe. Je dis bien que leur équipe ont été plus performantes que celle de Curry. Ils ont été performants dans leur équipe en question,
Donc pour moi, c'est normal qu'il soit dans le 5 avant Stephen Curry. Maintenant, pour la 3e place, Giannis Antetokounmpo, qui est très très bien remonté depuis normalement, début 21, parce que aussi début d'année c'était compliqué. Bien que les perfs soient toujours là, hein, mais bon, les Bucks c'était un peu lourd. On a compris que les Bucks ils ne visaient plus la première place comme ils le faisaient par rapport à avant, et surtout même défensivement, Giannis Antetokounmpo a été moins dominant qu'il a été les 2 dernières années. Ça c'est vrai. Il y a eu pas mal de largesse, notamment un match que j'avais vu contre le New Orleans. Je ne sais pas si toi, Rafik, tu t'en souviens. C'était très compliqué, notamment pour les Bucks, où même New Orleans marque plus de 120 points, 125 points. Ouais, je me rappelle de ce match. On a pris aussi beaucoup à 3 points. On a pris 14 3 points de Bledsoe. C'est compliqué, surtout que ce n'est pas des éléments majeurs par rapport au titre à 3 poins. Mike Budenholzer. Oh putain. Laissez coach Butch tranquille, c'est un très bon coach. 4e place, après Giannis qui le mérite. Moi, je dirais même Julius Randle. Ce que fait Julius Randle, exceptionnel. Moner, il mérite All-NBA Team. Hein. Ça, c'est évident. Moi, Julius Randle a clairement sa place. Et enfin, 5e place, je vais dire Devin Booker. C'est trop facile. Pourquoi je dis Devin Booker? Parce que, en fait, faut pas oublier que les Suns étaient la meilleure équipe dans la bulle avant la saison régulière. Donc, les Suns étaient déjà dans une très, très bonne dynamique avant que Chris Paul arrive. C'est vrai, le rôle de Chris Paul est évident, c'est le général de l'équipe, il a amené un leadership conséquent, une meilleure gestion, notamment dans les situations de risque de la part des Suns qui ont beaucoup moins perdu. Mais Devin Booker, il est régulier depuis plusieurs années maintenant, et les performances qu'il a eues dans la bulle ne sont pas passées inaperçues. Donc moi, la saison qu'il fait, pour moi, il mérite son top 5. Booker Voilà. Moi, je ne mettrais jamais, moi, il n'est même pas dans mon top 10 Booker. Merci. Pour ma... Quand même. C'est votre choix. Vous forcez quand même. Bon, et là, il c'est est numéro 10, là. Ouais, bah, moi, je le mets genre 12 ou 13. Un truc Tu mets qui devant? Tu mets qui devant, Rapide? Dis-moi, tu mets qui? Il y a pas mal de joueurs à mettre devant. Qui? Alors, déjà, les 5 qu'on a cités, je mets Doncic devant, je mets Lillard devant, je mets. Qu'est-ce que tu racontes, frère? Quoi, Lillard? Mais bien sûr, Lillard, il fait une vraie saison, Lillard. Non, Lillard, il était dans le désert d'Égypte là et tout, en train de galérer avec ses Blazers là. Non. Il ne mérite même pas d'être lancé contre une MVP. Mais mec, je crois que t'as oublié, en fait, je crois que t'as oublié toutes les saisons où Booker était le leader de Phoenix. Certes, il est jeune, mais on sait très bien que Booker, ok, il score, mais il n'est pas si impactant que ça. Cette saison, c'est le cas. Mais tu dis c'est le cas, mais comment tu peux le mesurer alors qu'il y a CP3 qui... Parce qu'à chaque fois quand c'est chaud, en vrai c'est Chris Paul parce que... parce que c'est Chris Paul. Parce que c'est non Chris Paul. Non, parce que c'est Chris Paul. Mais parce que c'est Chris Paul qui gère les money time de Phoenix, c'est Chris Paul qui gère les 4e cartons de Phoenix, qu'on a joué à Phoenix, Milwaukee, Phoenix. Mais vraiment, moi vraiment je pensais qu'on allait prendre le match. Chris Paul, il a activé le mode, je sais pas quoi, le mode Warrior, il a gagné les 6 dernières minutes, il les a gérées de la 6e minute à la dernière seconde. Il a tout géré. Sur ce point, je te rejoins. C'est vraiment, et Booker, ok, il avait mis, je crois peut-être, sur les 6 dernières minutes, il avait mis 6 points, un truc du genre, mais c'est pas lui qui fait mal, c'est pas lui. Chris Paul, je crois qu'il a dû mettre que 4 points sur les 6 dernières minutes, mais c'est les décalages qu'il crée, c'est les passes qui font mal, c'est la gestion du tempo, c'est des fois le shoot qui fait mal, et tout ça, vraiment, ça, chaque fois que Chris Paul amenait un panier ou mettait un panier, ça faisait beaucoup plus mal que quand c'était Booker qui mettait son panier. Ah, mais c'est parce qu'on met plus Chris Paul en avant, parce qu'il a une grosse carrière derrière aussi, c'est vrai. Mais non, mais arrête. C'est juste que Chris Paul, c'est le patron. Il est venu en tant que vétéran patron et il montre la voie à ses gars. Je suis d'accord avec vous. Et ça se voit là ça se voit sur le dernier mois. Et sur ça, moi, je rejoins complètement Rafik. Et c'est pour ça que pour moi, il mérite bien plus que Booker d'être dans la discussion d'MVP. C'est que tous les derniers quarts-temps, c'est balle en main pour Chris Paul. Mais si vous me sortez la stat de qui score le plus en dernier carton, n'hésitez pas par rapport du côté des Suns de Phoenix. J'aimerais bien voir ça. Non, mais j'aimerais bien voir ça aussi. Non, mais en fait, je ne remets pas. Tu réduis l'impact au scoring. Mais on n'a pas dit ça. On a dit, je t'ai dit que dans les derniers cartons, sur les dernières minutes, je te dis que celui qui a le plus d'impact et celui qui fait le plus de mal à l'équipe adverse, c'est pas Booker, c'est Chris Paul. Et ce n'est pas nécessairement par les points.
Ça peut être par la passe qui fait mal, la passe qui amène le panier et qui fait mal. Il a aussi le système, la gestion qui met le désordre dans la défense adverse. Et moi, je suis désolé, mais Booker, son seul moyen d'être, entre guillemets, impactant dans les dernières minutes, c'est juste de réussir un shoot sur la tête de quelqu'un. Mais à part ça, non, mais je suis désolé, mais ne réduisons pas uniquement l'impact au scoring. En fait, parce que Booker également, cette saison, il a plus de 6,5 passes en moyenne aussi. Donc, même au niveau de l'assist aussi, Booker, il a également une arme aussi présente. C'est vrai, tu as raison dans tout ce que tu as dit sur Chris Paul. Mais en fait, moi, quand je vois également les chiffres de Booker qui sont également très intéressants, le mec, il fait une saison à 26 points, 6 passes D pour un poste 2 aussi, quand même, par rapport à Devin Booker. Donc, c'est des éléments qui, selon moi, sont à prendre en évidence. 6 passes D, il n'a jamais assez de passes D, Booker. Cette saison, mais l'année dernière, il fait 6 passes D. En moyenne. Regarde, il a combien cette saison ? Il est à 5. Je sais pas, regardez. Non, il a 4,4 cette année. Hein. Il a 4-4, mon frère, il a 4-4 cette année. Mais c'est quand même pas mal d'assists pour un arrière, et surtout un arrière à côté de Chris Paul. Elles sont belles les stats. Mais moi, je suis certain que sans Chris Paul, Phoenix ne va même pas. Phoenix, c'était play-in et je suis même pas sûr que ça sort du play-in. Ouais, c'est la bagarre. Bon, en tout cas, moi, comme je le dis, c'était dans une très très belle dynamique avec la bulle. Ça, faut pas l'oublier. Et en effet, les perfs de Booker, moi, j'avais envie de les mettre en évidence. Ce qu'il fait cette saison, pour moi, me paraissait très intéressant. Je comprends votre argument par rapport à ça. Mais si vous voulez bien, messieurs, passons à un autre sujet par rapport. Non, mais juste avant, Dama, j'aimerais bien rebondir aussi. Mapenda. Vas-y, Mapenda. On t'écoute. Bah, déjà, concernant Phoenix, il n'y a rien à dire. Hein. L'arrivée de Chris Paul, ça change clairement la donne. Tu passes de play-in à deuxième de conférence, rien à dire. Bien sûr. Mais vraiment, hein, objectivement, vous voyez Phoenix taper une équipe en playoff sur 4 matchs. Ah, mais ça alors déjà, c'est une discussion, ça. Alors, non, mais pour moi, ça. Non, mais pourquoi je pose la question ? Parce que pour moi, ça peut jouer aussi dans la balance pour le classement MVP. Parce que faire une bonne saison régulière. Ah bah non. Il y a aussi l'impact. Oui, non, mais. Non, mais quelque part, ça y joue. Parce que. Pourquoi je parle de Curry ? Parce que Curry, en début de saison, quand Clay il est blessé, etc., et quand on voit la gueule de l'effectif, tout le monde pensait qu'ils allaient tanker. On va pas se mentir. Tout le monde pensait qu'ils allaient tanker. Et voir Curry avec un bilan. Mais je rappelle qu'il a quand même un bilan positif. Il a 33. Il sort des perfs à 40 points de moyenne, etc. En étant. Il est tout seul. Franchement, il y a Draymond cette année, il est très irrégulier. T'as Wiggins de temps en temps. Il est pas là pour scorer. Ouais, voilà, oui, mais même sur les autres choses, même là où il est fort d'habitude, cette année, il est un peu moins fort. Mais surtout en défense, il est bon à la passe, hein. Il est bon à la passe. Ouais, à la passe. Non, mais franchement, il y a des matchs, moi, je regarde pratiquement tous les matchs de Golden State, il y a des matchs même à la passe, c'est pas le Draymond de l'année dernière ou de l'année d'avant, tu vois, il est un peu moins régulier. Mais bref, tout ça réuni, et t'arrives quand même à être à 33 sur la Conf Ouest. Avec le même bilan, t'es 4e ou 5e à l'Est, tu vois. Donc moi, je veux bien, le classement, c'est juste les play-in. Mais compte tenu de l'effectif, pour moi, Curry, déjà, il mérite d'y être, tu vois. Et pour faire le parallèle avec Phoenix, moi, Phoenix, je les vois pas taper Utah sur 4 matchs. Après, c'est que mon avis personnel. Hein. Je les vois pas taper Denver. Je les vois pas taper les Lakers. Et je vais même aller plus loin. Même si, par chance, Golden State arrive à passer et que Draymond est là et que Curry est là, je les vois difficilement taper Golden State rien que sur le vécu en 4 matchs, tu vois. Donc moi, rien que ça, j'arrive pas à mettre des joueurs de... Pour moi, en fait, je me trompe peut-être, hein, j'ai l'impression que Phoenix, c'est une bonne surprise, tu vois, mais qui fera rien en playoff. Et rien que pour ça, j'arrive pas à mettre Booker dans le top 10 ou Chris Paul dans le top 5, tu vois. Alors, c'est totalement subjectif comme avis, hein. Par rapport au cas Curry, je vais te poser alors une question avec un cas qui est très similaire. Est-ce que tu donnes sur la saison 2005-2006 le titre d'MVP à Kobe Bryant avec les Lakers qui terminent 7e de l'Ouest, malgré qu'ils soient à 35 points de moyenne? Non. Qui est MVP, c'est Nash? Oui, Nash c'est Nash en 2006. Et tout à l'heure, j'avais dit quoi? C'est un vol? Oui, mais... Le vol sur Jordan Wade. Oui, mais pour moi, c'était plus le vol pour 2005 pour le coup. Mais enfin bref. Mais, ouais, 2005.
Oui, oui, non, mais bon, passons. C'est pas le sujet. Ah, Mais, passons, c'est pas le sujet, t'as raison. mais tu peux pas donner le titre d'MVP alors que ton équipe elle est 7ème. Mais après, Westbrook, quand il est MVP, Ils sont 5e. Ouais, mais quand il est MVP, ils sont combien au classement? mais moi, je suis clairement pas d'accord avec ça. C'est juste pour la symbolique parce qu'il a fait une saison en triple-double. Oui, et que bah, ça a à jamais partir été du vu moment où depuis, tu arrives à le des donner. Et Oui, puis- mais à partir du moment où tu arrives à le donner à Westbrook sur une saison, sur la saison qu'il a faite, je suis désolé, tu peux le donner à Curry sur la saison qu'il fait. Et Et je trouve puis le encore Curry Thunder. beaucoup plus méritant que Westbrook. Et encore, attention, et Ouh, je Westbrook, suis ils pas sont sûr. 5e à le Thunder. Ouh, ouais, Je suis pas ouais. sûr avec toi en plus. Ouais, Et Westbrook, ils sont 5e. Westbrook, Avec Thunder, quel ils bilan- sont avec- 5e. il y a plus avec de quel Durant, il y a bilan plus Voilà. personne. Hein. Ils sont positifs, le Thunder. Bah oui, ils sont Ils sont 5ème. positifs, le Thunder, la saison de Westbrook. Bah oui, ils sont 5e, le Thunder. Donc Westbrook, c'est vrai, on peut contester son titre MVP, mais ne parle pas de Curry par rapport à cette saison 2020-21. Ah, Parce que là, il fait lutte une pour le saison, play-in. il fait une saison de malade sur ça. Il y a absolument rien à dire. Le mois d'avril, il est juste Bah oui, ouf. et Mais non. Thunder est 5e à l'Est, à l'Ouest. Hein. Collectivement, ça y est, et c'est pas au rendez-vous. Parlant de qui? Bah de Bah, Curry. c'est pas des- Mais t'as vu la gueule de l'équipe, Vlad? Oui, mais ça après, j'ai envie de te dire, c'est pas mon problème ça. Mais tu Ah, joues mais avec c'est Ken ça. Bazemore, avec C'est- des Toscano, Mais des... il y en a plein qui On ont pas eu, s'en fout. il y en a plein qui ont pas eu de titre d'MVP à cause de ça. Mais c'est le jeu. Ah oui? Oui, à cause de ça, oui. Ça peut pas être un argument pour le MVP parce qu'après, Bien sûr. en fait, en gros, en fait, en gros, tu vas trouver des excuses partout. Tu vas dire, ouais, mais nous, il y a eu un joueur qui a été blessé 3 mois, etc. Donc, il faut rajouter des votes à MVP pour ce joueur. Et Non, du mais coup, les on gars. va rentrer dans des excuses pas Les possibles. Mais Regardez l'effectif de Golden State et regardez le nombre de joueurs mais qui ont... Attends, t'enlèves Ken Bazemore et Wiggins, tout le reste, c'est des mecs qui, il y a 2 ans, personne ne les connaissait. En fait, ce qu'on remet pas en on cause. sait. En fait, ce qu'on remet pas en cause. Là, Rafik, excuse-moi, tu veux. Vas-y, Rafik, termine. Non, mais je veux dire, on sait. Et en vrai, genre, ce que produit sur le terrain Curry, c'est peut-être plus fort en termes de basket au niveau individuel que les joueurs qu'on a cités devant lui. Mais c'est que c'est un ensemble, le MVP. Et il y a la case collective, il la coche pas. La case de dominer la saison régulière, enfin, la dominer collectivement, il la coche pas. Et ça fait beaucoup. Oui, parce que Oui, dans là, ce cas, tu peux donner aussi des titres. Parce qu'il y avait qui? C'était je crois qu'il y a 2 ans. Tu prends un. Bon, là, l'exemple, il est pas ouf non plus, mais tu prends un Karl Anthony Towns. Il a des stats de MVP, hein. Mais quand tu regardes sûr. les résultats des Timberwolves, tu peux clairement pas lui donner. Tiens, en parlant des Bulls, il y avait un joueur dans le passé, année 2000, qui avait à peu près des stats exceptionnels dans une équipe très moyenne et qui allait, eux, en play-off, mais qui n'était jamais tête de série. C'est Kevin Garnett. Bien sûr. Il a plusieurs fois fait des saisons à 12 rebonds, 22 points, 5 passes, KG. Hein. Ça, c'est pas nouveau. Mais pourquoi il était souvent devancé par les teams Duncan et consorts et Iverson? Mais parce que son équipe était rarement dans les têtes de série. Tout Il à était fait. souvent 6e, 7e, et quand on arrive au premier tour, on se fait frapper par les mecs qui arrivent 3e, 4e. Et donc, les Warriors, c'est ce qui va sans doute arriver. Et c'est évidence. là pour le coup que je peux te rejoindre un peu, Rafik, sur le cas Jokic. C'est que malgré la blessure de Jamal Murray, il arrive à maintenir les Nuggets à un très haut niveau. Oui, parce qu'ils ont déjà un très très bel effectif. Et 44-22. Hein. 44-22. bien sûr, et Joker joue beaucoup mieux qu'en début de saison. Ah oui, là vraiment le niveau de Joker, et c'est que là clairement, Mais c'est sous la, Je suis pas d'accord sur le début de saison. Ah, ouais, c'est pas ouf. Oh non. Parce qu'en fait, Denver ne gagne pas autant de matchs. Parce que Denver ne gagne pas autant de matchs qu'il gagne maintenant, en fait. Ça, c'est pour ça que je te dis ça. Et ça compte à la fin. Oui, mais Pas pour ma part. je pensais que individuellement, il est fort en début de saison. Non, mais mais en fait, il est vraiment régulier, Joker. Mais Denver ne gagne pas. C'est ça le problème. Et c'est comme Curry. Oui, c'est un mauvais début de saison. Bien sûr, c'est pour ça que moi je mets Embiid devant à cause de ses performances individuelles. C'est vrai qu'il y a ses blessures, mais les Sixers sont toujours performants. C'est pour ça que moi Embiid mérite son titre en moi. Mais si Joker gagne son titre, c'est pas une surprise. Il a 20 matchs en moins. Non, mais alors attention, oui, c'est pas. Il a 20 matchs en moins. Oui, c'est pas volé pour Jokic, il le prend. Mais Embiid, non, pas du tout. Mais Embiid, moi c'est là la différence que je vais faire, c'est que on voit clairement l'impact de son absence. Exact. Ah oui. Mais tu peux pas la mesurer, celle de Jokic, il est toujours là. Oui, bah alors c'est pour ça que je te dis en parallèle
que c'est très fort parce que Jokic, lui, il arrive à compenser un minimum quand même l'absence de Jamal Murray. Donc c'est pour ça que je te dis que ça peut faire une balance entre les deux. Après, c'est purement subjectif pour le coup parce que pour moi, limite, l'un mérite autant que l'autre, mais j'ai quand même une préférence parce que les Sixers ont mis la barre très haute dès le début de saison en fait. Là c'est vraiment le collectif pour moi qui fait la différence. Mais les gars, Jamal Murray ne fait pas une bonne saison, Jamal Murray. Oui. C'est en absence, c'est pour ça que son absence ne fait pas mal. Si Denver ne gagne pas beaucoup de matchs au début de saison, c'est parce que tu as Murray qui n'est pas au niveau qu'il a montré pendant les playoffs ou même sur la saison régulière précédente. Bulle. Il n'est pas au niveau. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. C'est pas Joker qui est le premier responsable des résultats de Denver, mais malheureusement, moi je le répète encore une fois, Denver n'a pas été bon en début de saison. Ça a joué malgré les performances de Joker. Selon moi, en termes de régularité, ça suit. Le problème, c'est que le problème, c'est même pas un problème. Qu'est-ce que je raconte? Embiid, quand il est sur le terrain, Sixers les battre, c'est extrêmement difficile. Mais par contre, quand Joker jouait, notamment au début de saison, ça gagnait pas aussi régulièrement parlant. Et Joker n'était même pas mentionné par rapport aux discussions MVP en début de saison. Ouais, mais après, je pense que ils n'étaient pas programmés à aller aussi loin là dans la bulle, et le fait que la saison elle reprenne aussi vite. Mais ça, c'est notre sujet, ça. Mais après, je pense que ça. Non, mais c'est juste pour expliquer aussi le démarrage de Jokic, tu vois. Et si, aussi. Du coup. Oui, vas-y. Non, je t'en prie, termine. Non, mais juste pour dire que pour moi, ça explique son début de saison qui était un peu poussif. En fait, ça se voit pas dans les stats, tu vois. C'est pour ça que je pense que Rafik ne comprend pas trop. Mais c'est plus en fait dans l'impact qu'il a. Parce que c'était pas le Jokic des playoffs ou de la saison régulière de l'année dernière qui était vraiment au four et au moulin. Exact, tu sentais qu'il fallait relancer la machine. Voilà, en plus, il était un peu hors de forme. Voilà. Ouais, un petit peu. Et là, tu vois que là, Joker, il est. Au début de saison il n'était pas encore là au top du. Mais bien sûr. Là, ça n'a rien à voir. Mais arrêtez, vous savez que. Mais Jokic, Non, mais. Jokic, depuis le début de saison, il est dans le top 3 du NBA qui a MVP ladder. Hein. Depuis le début de saison, il a jamais. Non, mais c'est pas en termes de stats. C'est en termes de. Non, mais je parle de. Non, mais s'il jouait mal, Non, parce que là, ce que vous avez abordé pendant 2 minutes, c'est que vous êtes en train de dire qu'individuellement, il n'était pas si ouf que ça. Non, alors, attends, je vais modifier mon propos par rapport à Jokic. En effet, là, je regarde rapidement les stats. En effet, il est quand même très régulier sur la saison, et ça depuis le début de saison. Ça, je te l'accorde, Rafik. Après, le problème, c'est que là, il a un facteur que lui ne maîtrise pas. C'est en effet le mauvais début de saison de Jamal Murray. Mais malheureusement, ça va l'impacter. Exact. Ouais, c'est pas pour moi, en tout cas, pour moi, 66 matchs, il a fait tous les matchs. C'est le joueur le plus régulier de la saison régulière. Blessure, les autres joueurs sont blessés, mais ça compte. Il a été très très fort depuis le match 1. Il a jamais quitté ce top 3 MVP ladder qui quand même, c'est quand même des insiders NBA qui des fois il y a des bêtises, mais en général les bêtises ne se situent pas dans le top 3. Pour moi, juste pour cette régularité et le fait que quand même Denver réalise une belle saison, c'est pour moi il est vraiment le grand favori. Si Embiid avait fait autant de matchs, honnêtement j'aurais peut-être mis Embiid devant, mais là il y a trop de matchs qui manquent, il y a trop il rate 2 tiers de la saison. Non, tu racontes 2 tiers. Oh là. Non, il a raté le tiers de la saison. Je veux dire, il a raté le tiers de la saison. Le tiers de la saison. Même ça, c'est beaucoup, hein, ce que tu dis par rapport à Embiid. Mais mais bien sûr qu'il rate quasiment le tiers. Hein. On est quoi? On est à 68 matchs, 69 matchs. Peut-être un peu moins. Il a fait 47 matchs, Embiid. Bon, il a raté peut-être entre un tiers et un quart en tout cas, il a 20 rencontres de moins que Jokic. C'est trop 20 c'est la blessure. Ouais, c'est sa blessure. Mais concrètement, c'est sa blessure qui remet en compétition Jokic de titre MVP. Hein, ça, c'est évident. Parce que moi, je pense qu'avec le rythme qu'il avait, je pense que Embiid et les Sixers n'auraient pas. Déjà, ils seraient plus haut au classement au niveau des victoires. Parce que si vous regardez bien, les Sixers, ils avaient un sacré rythme avant qu'Embiid se blesse. Hein. Le match contre Atlanta, je crois, ils avaient un rythme de malade, les Sixers. Hein. Pourtant, moi, je le considère.
Ah, mais vraiment, le début de saison des Sixers, ils sont allés très, 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 très vite, avec en première ligne, bien entendu, Joel Embiid. Sa blessure, forcément, va limiter l'impact des Sixers, et il relance quelque part la guerre MVP avec Joker, qui est peut-être aux jeux aujourd'hui devant, selon moi, au titre de numéro 1. En tout cas, si on fait le premier petit bilan avant sur ce sujet-là, c'est les pivots qui reviennent en ligne de compte. C'est les postes 5, c'est les postes intérieurs. Les années 2010, c'était clairement pour les ailiers. Ça, c'est évident avec LeBron James en ligne de compte avec ses 2 Golgoth à côté. Et là, maintenant, ça commence à changer la NBA pour vous. Comment ça se passe? Parce qu'en gros, là, les postes 3 leaders de la ligue, ils sont tous à la ramasse au niveau physique. Kevin Durant, ça ne tient pas. LeBron James, on le sait, ça commence à vieillir. James Harden, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous comprenez par rapport à ça? Vous voyez quoi un peu? Il y a un peu de changement de leadership en NBA par rapport à ça? C'est plus les blessures. Enfin. Vas-y, Vlad. Moi, je dirais juste que ce sont les hors américains qui commencent à prendre le pouvoir, surtout. Ah, intéressant comme analyse. Les hors américains. Oui. Européens, africains, ouais. Tu vois ça? Déjà, par rapport au pivot, on l'avait expliqué en fait sur le podcast, faut-il supprimer les pivots? Je pense que le fait de changer de rôle et de faire plus de choses sur le terrain fait que ça revient. Enfin, déjà faire autant de choses sur le terrain à un niveau aussi élevé fait que ça va forcément revenir au goût du jour s'il y a d'autres profils style Jokic ou Embiid qui arrivent à percer dans la ligue. Et la deuxième chose, je pense pas que c'est la fin des ailiers, tu vois. Je pense pas qu'ils sont finis. Je pense qu'ils sont plus dans une gestion. Ils savent que la saison régulière, voilà, le rythme il est pas trop soutenu. Moi, je pense pas que les LeBron, etc. Ils ratent autant de matchs parce ils sont blessés, mais pas autant qu'on veut nous le faire croire. Ils sont plus dans une gestion à la Kawhi période Toronto en fait. Ils sont plus dans la gestion au lieu de là où une blessure prenait d'habitude 2 semaines, ils vont pousser 1 mois. Et j'ai l'impression que c'est un peu un jeu d'intox qui se fait et qui font que c'est les joueurs majeurs qui ont dominé dans les années 2010 là font que ils se montrent moins en saison régulière pour arriver vraiment au top de leurs moyens physiques en playoff quoi. Pour moi c'est surtout ça, c'est pas une question de parce que je pense que si Durant ou LeBron étaient aptes à jouer tous les matchs, cette question-là ne se poserait même pas encore. Hein. Déjà, les Lakers ne seraient pas en train de lutter avec les Blazers et les Mavs pour le win, c'est évident, concrètement. C'est clairement regrettable. Alors, par contre, on va dire, les profils décevants pour le titre MVP. En première ligne, on a Damian Lillard. Décevant? Ah, t'es méchant étant Lillard, hein, quand même. Ah, mais j'ai le droit. Alors, j'ai le droit. Pour info sur le classement, Damian Lillard, il est 6ème, là. Vous avez parlé en même temps, messieurs, c'est compliqué. Vous pouvez me repréciser? Je disais que là, sur le classement de Kia, Damian Lillard, il est 6ème. Mais pourquoi il est 6ème, wesh? Pourquoi il est 6ème? Tout ça parce qu'on le voit shooter du logo, mon frère. Non, faut arrêter. Ouais, mon frère. On est juste impressionné par des chiffres. Mais c'est vrai. Moi, je supporte les Blazers en tant que supporter Damian Lillard. Tu parles souvent de chiffres. Et alors? Parce que ça n'a pas que des chiffres. Regarde comment les Blazers souffrent aujourd'hui. On lutte pour gagner des matchs. On est obligé de marquer plus de 115 points tout le temps, 116 points. On est incapable de... Non. Les mecs sont très impressionnés par les performances de Lillard qui sont exceptionnelles, ça n'a pas de souci. Mais individuellement parlant, il n'est pas censé être dans les 10 aujourd'hui. Même à la fin des 10. À la fin des 10. Il est censé être dans la fin du top 10. Il n'est même pas censé être. C'est décevant si quand tu es dans le top 10, tu peux mettre un mec décevant dans le top 10. C'est pourquoi je le mets décevant, parce que début de saison, c'est lui qui s'est clairement proclamé par rapport à ça. C'est Damian Lillard qui s'est proclamé par rapport à ça. Il voyait les Blazers comme étant dans le top 4, ce qui, normalement, par rapport à leur effectif, aurait censé être produit. Malheureusement... Il y a eu des blessures. Oui, mais encore une fois, notamment lui-même. Mais quand il est revenu, il a aussi une période où il était aussi pas bon aussi. Pendant 7 à 8 matchs aussi, c'était très, très, très compliqué. Et vu les mastodontes qui sont aussi devant lui aujourd'hui dans le classement du titre MVP, même Curry, Lillard, Curry est devant, hein, le classement MVP. Je suis désolé. Moi, je le mets devant, Curry. Moi, je le mets devant. On est d'accord. Après, je pense que t'es un peu dur avec Lillard parce que je pense que en fait, lui, il subit plus les limites du système Portland où ils ont du mal à recruter des gros joueurs. Melo,
c'est bien un jour, c'est le lendemain, c'est un peu moins bien. Le manque de défense, surtout à l'intérieur. En fait, je Les pense qu'il y a stats. trop de. Ouais, Terry Stott qui n'aide pas vraiment. Je pense que tout ça fait qu'aujourd'hui, lui aussi, il se. Je pense pas que c'est une baisse de niveau. Je pense que il y a trop d'éléments extérieurs. J'excuse pas, hein, mais je pense qu'il y a trop d'éléments extérieurs. Et je pense en fait que Portland, ils doivent faire un choix avec McCollum parce qu'un backcourt avec les deux, c'est pas viable parce que les deux c'est pas des foudres de guerre en défense, tu vois. Et c'est Je compliqué. suis mort. Et c'est com- Parce que ce que tu viens de dire, en fait, c'est un débat qui existe depuis 4-5 ans. Est-ce que Non. Portland ne devrait pas Non, la trade merde, quatre cinq McCollum? ans. Je dirais, ouais, C'est de depuis la merde. 3-4 ans. Depuis 3-4 ans. La Bah, merde. moi, c'est plus cette année là que je l'entends parce qu'après, bon, ça faisait. Oh Ça non, fait une ça finale existe de. depuis un moment. Moi, je sais pas, Vladimir Ça fait et longtemps Damas, que si vous c'est avez pas. déjà entendu. Ça fait longtemps que Ça c'est fait pas été quand même- mentionné. Oui, pour moi, ça En fait fait, quand même il a un bon moment. En fait, il a commencé surtout en 2018. Les Blazers finissent troisième à l'Ouest. Donc, ce débat, en fait, n'est pas censé exister. Ils finissent troisième à la conférence Ouest, les Blazers. Ils affrontent au premier tour les Pelicans. Et on perd 0-4. On se fait sweeper par Rondo et par Drew Holiday et Anthony Davis. Alors, bien entendu, Nurkic n'était même pas là, je crois, encore une fois. Mais on se fait, Oui, mais il y a une vraie team. on se En fait vrai. go. Enfin, il y a un vrai À Madrid, tu connais les Pelicans. Ils sont sixième à l'Ouest. Hein, et on se fait gonfler Mais t'avais 4-0. des mecs aussi comme Etwan Moore, des mecs ça comme qui exact. faisaient mal. Qui sortait du banc, qui shootait très bien. Et concrètement, c'est CJ McCollum. On l'a plusieurs fois clashé comme quoi, oui, il faut le trader. Neil O'Shea, il est toujours fidèle par rapport à CJ. Concrètement, là, c'est j'ai bien peur que ce soit l'année de la dernière chance pour eux. Et là, concrètement, regardez en 2019. En 2019, ils sortent Denver là en demi-finale là contre les Jokers de Denver là. Non, ils les frappent, je crois 4-3 au match 7 avec CJ McCollum exceptionnel. Donc, ils vont en finale de conférence Ouest face aux Warriors. Donc, quand les mecs, ils clashent, moi, je suis pas d'accord avec le fait qu'on traite CJ McCollum. Concrètement, je suis pas d'accord. Je pense pas que c'est l'élément à mettre dehors. Et je pense même que c'est même bien pour Damian Lillard que CJ soit là. Je pense vraiment. Mais je répète, par rapport au sujet central, Damian Lillard, et à cause de la saison des Blazers, aussi, bien entendu, il est censé fin top 10. 10e, pour moi, c'est trop haut. C'est trop haut. Parce que Curry, en termes de performance et de régularité individuelle, qui compte également dans le classement MVP, il est devant. Il fait une meilleure saison que Monsieur Lillard. Hein. Je ne sais pas pour vous, Rafi, qu'est-ce que t'en penses? Et pour moi, c'est une des déceptions de l'année. Moi, je te dis, j'ai mis top 5, j'ai pas mis Lillard dans mon top 5. Juste, je te trouve méchant, dur avec Lillard. Ouais, mais j'insiste. Je supporte les Blazers, donc j'ai le droit de l'être, pas vous. Vous en battez les reins, c'est cool. T'as bien rien à foutre. Moi, non. Donc, non, t'es dur parce que tu te réveilles, tu vois 131, 127, c'est pas vrai, je me réveille pas. À 3h du matin, je suis là, frérot. Qu'est-ce que tu racontes? 3h du matin, je suis là, poteau. Tu peux me parler normal par message, tu connais mon numéro, je suis là, je vais te répondre. Bien sûr. Tu crois que je suis un bolos s'il me réveille à 3h en regardant les box scores à 6h du matin le matin? Mais non! Regarde les délires comme ça, frérot. Il est 23h50. Là, je pense que d'ici, regardez, cette nuit, à 4h du matin, on affronte les Lakers. Je serai là. Moi, je serai là aussi avant. Dans Milwaukee. Ah, mais en plus, c'est Houston. Dis-moi ce que tu fais. Regarde les matchs que tu regardes aussi, toi aussi. Oh. Bah, c'est les Bucks. Non, mais Vlad, j'ai regardé ce que tu penses. La saison, on fait 15-67, j'ai dû regarder genre 60 matchs. Quand t'as vu Zaza Pachulia, leader de l'équipe, tu peux tout voir. Je suis d'accord avec toi. Ah là-dessus, tu nous as tous régalé. Vlad, ton mot sur Damian Lillard, qu'est-ce que t'en penses? Alors, 6e, pour moi, ça me semble un petit peu trop. Pour moi, il est quand même dans le top 10 parce que, bon, quoi qu'il en est, les Blazers sont playoffables. Donc, moi, ça me pose pas de problème qu'il soit dans le top 10. Après, ouais, là, sur le classement, 6e, c'est peut-être un petit peu trop. Pour moi, il y en a qui méritent. Je pense que, ouais, il est bas top 10. Moi, ça me va très bien. Ouais, bon. Vraiment. C'est sa place. Je pense, enfin, c'est sa place par rapport à Damian Lillard. Clairement, c'est le bagarre. Alors, ensuite, je suis vraiment très heureux par rapport au fait que tu as mentionné Julius Randle. Si on peut se permettre, dans cette course d'MVP, on peut évoquer également une petite part. On arrive bientôt à la fin. La course pour le titre d'entraîneur de l'année. Je pense qu'il n'y a pas trop de.
Moi, je mettrais Thibodeau quand même, hein. Ouais, pour moi, il mérite aussi. bah, Ouais. bah, voilà, allez Rafik, laisse un peu Bud tranquille. De quoi? Non, mais moi, je veux Et pas après, tu Thibodeau vois, coach de l'année. Hein. après, Bud, là, maintenant, c'est plus la même chose. Il arrive plus en surprise. Là, maintenant, il a une superstar clairement établie dans la ligue. Et surtout que maintenant, Milwaukee, ils ont quand même un effectif, quand même. Donc, On a donc un là, maintenant, 5, là mais où on il est n'a pas de banc. attendu. On a un meilleur 5 que l'année dernière, mais on n'a pas de banc. Il y a qui sur le banc, là, actuellement? Notre banc, c'est simplement, c'est juste 3 joueurs. C'est Forbes, Portis et Pat Connaughton. Ouais. Et c'est après Arrête, allez. les deux mecs qui jouent un peu, c'est Thanasis Antetokounmpo. La vérité, il a pas du tout le niveau. Et c'est des fois il fait rentrer un jeune comme Jordan Mora ou en ce moment il fait jeu Jeff Teague en ce moment. Ouais, Jeff Teague, c'est une bonne recrue, ça, je pense, pour les Bucks, hein, Jeff Teague. Ouais, mais il est pas incroyable non plus. Ouais, il est cuit, lui, maintenant. Non, je mais pense, hein. ouais, il arrive à la fin. Il arrive vraiment à la fin. Il a dépassé le contrat, je crois. Ouais, c'est En le, tout c'est cas- le petit mercenaire en tout cas, à avoir, quoi. Non, mais Ça a il été a annoncé pas mal. que si Milwaukee ne va pas en finale de conférence, Bud est viré. Ouais. Non, si les Bucks sont pas en finale NBA. Non, en finale de conférence. Finale de conférence. Oh. Ça veut dire qu'au moins, s'il n'atteint pas les finales de conférence, il est viré. Bah, franchement, les finales de conférence, moi, je veux bien Bah, voir. c'est pas non plus facile, hein. Je veux bien voir une petite confrontation face aux Nets ou je sais pas sur qui il tombe là, vu le classement actuel, mais ouais, ça reste à voir. Hein. Mais on va tomber sur les Nets en demi-finale de conférence si Nets. on passe le premier tour. Ouais, bah, Fort ouais, c'est probable pas... que ce soit les Nets. Ouais, c'est pas donné, hein. C'est pas donné, mais il sera viré. Bah, écoute. Bon, déjà, l'adversaire au premier tour seront normalement les anciens adversaires de la finale de la conférence Est de 2020. Alors, au premier tour, ça serait donc Brooklyn, normalement, qui affronterait le Heat. Ça, c'est aussi compliqué. Et Boston qui affronterait les Bucks. Moi, Boston, j'ai pas peur. Hein. Moi, vraiment, Boston, je pense qu'on peut mettre 4-1. 4-1, 4-1, ouais, 4-0. c'est ce que j'allais dire, 4-1. 4-1. Normalement, vous êtes censé les battre. Le problème avec Oui, Boston, oui. Et surtout, Middleton est très fort contre Boston en général. Middleton fait mal à Boston. le problème avec Boston, c'est que Boston, c'est une équipe qui est aussi imprévisible avec ses mecs. Ils peuvent emmerder les gens. Rien faire. Non, mais normalement, ils vont censés se faire frapper. Tu verras sur ce tour, tu vas avoir un Tatum game et fin de l'histoire. Quoi. Exactement. Oui, tu vas avoir une très belle, une belle performance de Tatum à un moment ou à un autre, et après. Mais rien de plus. Ouais, Ils n'ont pas réussi à stopper Giannis. Normalement. Alors oui, dernière question. Pourquoi Utah, pour vous, n'est pas crédible, l'un des éléments majeurs? D'ailleurs, Donovan Mitchell, vous l'avez clairement négligé, je trouve. Hein. Bah, il est blessé là. Avec lui par rapport à MVP. Ouais, c'est vrai qu'il est blessé. Il est blessé et le problème de Utah, parce que d'ailleurs on l'a pas abordé, mais dans le classement MVP, le 8e c'est Rudy Gobert. Quoi? Ouais. Non, il est classé 8e. Ah ouais. Et c'est le problème de Utah, c'est que c'est trop un collectif en fait. Ouais. Donovan Mitchell se dégage pas un peu quand même? Au classement, il a quand même. Légèrement. Pas assez. Il a 26 points par match, 3,5 passes D. Ouais, mais tu vois, ça passe inaperçu quoi. Parce que c'est Utah. Mm. Et il dit la vérité. Oui, mais Bah, après en fait, ça y joue. Hein. Ouais, en fait, le truc de Utah, c'est que là, t'enlèves Donovan déjà, ça continue à gagner. Et je pense qu'en fait, lui, il est surtout dans le scoring. Mais t'enlèves par exemple un Joe Ingles, je suis pas sûr que c'est le même délire. Hein. Ou un Bogdanovic, là, clairement, ça changerait la donne, tu vois. Et c'est des mecs qui prennent pas beaucoup la lumière, mais qui sont archi importants dans leur collectif, en fait. C'est pour ça que... Chacun joue son rôle dans cette équipe, hein, quand même. Hein, parce que Ouais, mais quand même, Ingles, quand même, il est très, très important. Hein. Ingles et La Gobert, passe, ils sont bon. quand même... La passe, il est important. Gobert dans la défense, bien entendu, on le sait. Donovan Mitchell dans l'agressivité au panier est très important parce qu'il faut ce genre de slasher. Hein. Dwayne Wade l'a même pris sous son aile, concrètement. Il se retrouve en Donovan Mitchell, n'est-ce pas? Donc, pourquoi? Ce qui manque à Donovan Mitchell pour aller plus haut, justement. Parce que Utah fait tout ce qu'il faut cette saison. C'est le meilleur bilan de la NBA, Rafik. Qu'est-ce que tu vois ça comment? Bah, moi, vraiment, je suis du même avis que Mapenda.
Je les vois pas aller. Enfin, moi, ils vont passer le premier tour, mais je les vois pas aller en NBA. Il leur manque en fait une série référence où ils arrivent à taper, par exemple, les Clippers ou les Lakers, où vraiment Donovan affiche des stats, ou fait comme disait tout à l'heure Vlad, un Tatum game, tu vois, où il faudrait un Donovan game, tu vois, où vraiment il claque un 50 points sur un match 6 ou un truc, et ils passent, en fait, ils arrivent en finale de conf. Il faut, je pense, un truc comme un peu plus de folie, tu vois, dans leur jeu. Bah, il faudrait qu'il soit à la hauteur de son année rookie, là, De ce qu'ils font saison régulière. la série qu'il fait contre Houston, putain, je m'en rappelle, il fait une série de malades et en fait, Ouais. il faudrait qu'il soit dans le même registre. Après, la défense de Après Houston, aussi, sur cette il y a une série-là, série, c'est il y un a aussi scandale. la série de l'année dernière. Quand même, la série de l'année dernière, elle c'est est vrai. violente, cette série contre Denver. C'est vrai. Exceptionnel. Cette Elle série se peut à contre rien. Denver, oui, elle est incroyable, cette série-là. Bah, au final, Mais il a oui, perdu. je pense il la perd, mais il est capable de coups de chaud en playoff. En tout cas, je pense qu'ils peuvent aller en finale de conférence avec si tout le monde est là, Conley, Bogdanovic, Ingles, Gobert, Donovan Mitchell. T'as des mecs comme Royce O'Neal qui sont très importants dans le registre défensif, qui en plus qui rentrent leurs 3 points. T'as aussi le mec là, je sais pas si c'est un Sénégalais, Nyang. Non, T'as un Nyang, ouais, c'est un métis sénégalais, ouais. Le métis. Ouais, bah t'as Nyang qui peut apporter, t'as Clarkson hein, qui vraiment a très bien trouvé son rôle à Utah. Moi, je les vois. En fait, ça va dépendre sur qui ils vont tomber en demi-finale de conférence, mais je serais pas étonné de les voir en finale de conférence. Non. Ah ouais? Mais finale NBA, c'est trop. Finale NBA, c'est trop. Ah, même finale en de tout cas. conférence, j'ai du mal à les voir, hein. Ouais, moi, je les vois pas aller aussi haut. Mais Je pense que ça va regardez, buter Ça sur les dépend, Clippers. c'est pour ça que ou- ça dépend. Pour moi, ça dépend de qui vont rencontrer en demi-finale. même regarde qui y a derrière Utah quand même. Hein. Parce que si Utah, au premier tour, normalement, c'est censé être, allez, Golden State, voir les Blazers. Parce que même une confrontation play-in entre Portland et les Warriors peuvent frapper les Blazers. Ça. Donc, premier tour, ils peuvent sortir Portland, voire même les Warriors, il n'y a pas de souci. Mais Ouais, tranquille. au deuxième tour, ils sont censés affronter soit Denver, ou soit Dallas. Merde. Alors, ça se fait. Moi, C'est Denver, jouable, hein. je vais voir très bien taper Utah. Ouais, comme en vrai, je suis du tap peut taper Denver. Hein. Si Ouais, Jamal Murray c'est n'est pas là. vrai. Jamal Murray n'est pas là. Ah. Jamal Murray, il est En en tout cas, fin de saison. ça va être très très passionnant de voir ça. En tout cas, par rapport au classement d'MVP, parce que Utah, c'est le meilleur bilan de la ligue, on le sait, mais concrètement, il n'y a aucun joueur de Utah qui est capable car à cause de cette force collective. Et le seul qui pouvait correspondre à cette image-là, c'est Donovan Mitchell. C'est évident. Et maintenant, pour qu'il puisse grimper en hiérarchie, il faut que Utah commence à être performant en playoff et enfin arrêter de perdre au premier tour comme l'an passé, malgré le niveau affiché face à Denver. Dernier mot par rapport à cette course d'MVP, messieurs. Minuit, là. Hein. Je pense que si Giannis s'était réveillé 10 matchs plus tôt, il aurait pu vraiment. Je pense qu'on aurait pu le voir premier d'un moment. Je pense. Vraiment, connaissant la NBA, on aurait pu voir genre Giannis, genre un ou deux, tu vois, genre vraiment, hein, s'il s'était réveillé beaucoup plus tôt. Je Pas ferai mal pas de comme commentaire. argument. Qu'est-ce que t'as, Vlad? Allez. Non. Mais regarde, en plus, regarde, il a mis 42 points de moyenne en 2 matchs contre Brooklyn. Est-ce qu'il a parlé, Vladimir? Non. Mais par contre, quand il fait un match à 19 points, tu l'entends parler pendant 3 jours. C'est vrai. Je suis totalement d'accord avec toi. Là-dessus, tu marques un point encore une fois, Rafi. 49 points de Félicitations. moyenne, enfin non, le match à, Oh, mais tu le vas match à arrêter. 49 points, t'as pas de. J'ai pas entendu commenter sur son match à 49 points. Oh, bah en plus, je l'avais regardé et. Mais ouais, non, moi franchement. T'as été fort sur ce match. Bah, écoute, alors je vais te reprendre. Alors moi, moi j'ai de nouveau le match en tête de l'année dernière. Et le match face au Nets, justement, ça m'a clairement rappelé ça. Il a mis 40 et quelques pions, mais en fait, il passe inaperçu, je trouve, dans le match. Ça, Je c'est sais l'an pas, passé, je sais pas, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi je vois. Oui, moi je. Ouais, Il est pas mal de 3 points dans le match. Ouais, mais en fait, moi, le truc de Giannis,
Moi, j'ai l'impression, alors c'est purement après mon regard, mais j'ai clairement l'impression que quand il va taper des cartons au score, c'est jamais sur des moments forts en fait qu'il va taper ses cartons. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il va toujours mettre les points en match, mais c'est jamais sur des temps forts. Moi, je vois ce que tu veux dire. Et c'est Middleton surtout. Je suis en train de dire qu'il marque. Mais c'est surtout que tu vas voir à côté, et c'est là que je te dis que Middleton est bien précieux côté Milwaukee, c'est que les gros shoots qu'il faut prendre pour faire un break, faire un écart, c'est Middleton qui les prend la plupart du temps. Mais ça, oui, mais ça, on sait. Mais de toute façon, quand je dis depuis un moment que dans toutes les situations critiques, il faut donner le ballon à Middleton, on me prend. Ah non, Mais je suis complètement d'accord avec toi. Giannis, dans les situations critiques, il ne faut pas lui donner le ballon à Giannis, même à Giroud, il faut passer le ballon à Middleton. C'est celui qui apporte le plus de certitude dans les moments critiques. C'est le plus fiable, mais il fait un gros match quand même contre les Nets. Il fait quand même un gros match. Je pense qu'en fait, aussi, les limites, c'est que tant qu'il ne sera pas respecté à 3 points, il aura un plafond de verre au-dessus de lui, en fait. Surtout en play-off où le jeu il se resserre un petit peu. Et là, bon, il y a une petite amélioration à 3 points, visiblement, sur la saison. Mais j'attends quand même de voir en play-off. Moi, j'attends une série où il sait que la raquette est fermée, mais il va quand même te mettre 5-6 shoots à 3 points pour après ouvrir la défense. Et je pense que tant qu'il n'aura pas ça, Middleton sera un peu plus important dans ces moments clés-là, en fait, où tu as vraiment le 3 points qui te permet de faire un écart, un petit run, etc., quoi. Et puis, c'est un peu le même cas que Donovan Mitchell. On attend aussi une série référence. Et c'est vrai qu'il n'a pas vraiment, il a pas vraiment de grosses références encore en playoff. Giannis. Bon, il a des séries où il tourne à 30 points de moyenne, hein, mais c'est pas, il a pas de série où genre vraiment c'est le joueur dominant de la série dans une série qui est serrée. Ça, il l'a pas. Giannis Antetokounmpo, un sujet majeur qu'on pourra aborder lorsque les playoffs en effet seront donc lancés. Concrètement, les Bucks, vous les pensez capables de sortir de l'Est? Non. Franchement, collectivement, je méfie là au-dessus quand même. Moi, je vais vous répondre, je dirais oui. Je dirais oui à cause d'un homme, Jrue Holiday. Il a un rôle très important et que je pense qu'il est capable de relever déjà le défi défensif qu'il va faire face, notamment face à Kyrie Irving et l'autre barbu là, James Harden, qui sont exceptionnels. Hein. Mais concrètement, j'ai envie de croire en Jrue Holiday pour affronter ces deux gros monstres offensifs. T'as surtout envie que Brooklyn tombe, il faut le dire. Bien sûr. Absolument. Mapenda, ce n'est pas un secret. Ça, c'est une évidence. Mais Giannis Antetokounmpo, j'attends qu'il puisse éteindre Kevin Durant, même si ça va devenir très, très difficile, évidemment. Et non, il faut maintenant que Brook Lopez également se réveille. Pourquoi? Parce que dans cette équipe des Bucks, il n'y a pas de présence intérieure hormis Giannis. Franchement, Brook Lopez, il affronte des postes 5 qui ne le défendent pas très bien. Hein. Je suis désolé. Hein. J. Jordan, c'est pas poste de pivot. Ouais, il aura du mal à sortir à 3 points. Bien sûr. Donc, franchement, Brook Lopez, il a tout à jouer par rapport à ça. Même en défense, il s'est contré, il sait bien défendre enfin maintenant. Moi, je pense qu'il a une bonne carte à jouer pour les joueurs secondaires du côté des Bucks. Je pense qu'il y a vraiment moyen de pouvoir accrocher. Parce que c'est vrai, il y a un collectif qui se démarre du côté de Brooklyn. Les individualités peuvent faire la différence. Mais sur 4 rencontres comme ça, est-ce que les Bucks pourront donc les contrarier? Je pense que oui. Je l'espère en tout cas. Monsieur, pour la course au MVP, graphique c'est clair. Joker. Mapenda. Même si Curry, ça me paraît un peu juste avec des arguments plus. Le forçat. Et allez, on est reparti. Curry, t'inquiète. C'est reparti. Non, mais Curry, en fait, vraiment, c'est surtout mention au top 5. Mais après, oui, il faut être lucide. Il n'a pas le bilan pour y prétendre. Mais je le donnerai quand même à Jokic. Joker. Vlad, bien sûr. Oh bah... Cocorico, hein. Embiid. Hein. Corico. Comment ça, Cocorico?
J'ai eu peur, j'ai cru t'as dire Cocorico, Gobert et tout bluff. Ah lol. Mais oui. Ah non. Non, non. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais c'est Cocorico. ça qui a commencé avec Cocorico, wesh. Qui a commencé avec ça? Pas nous. Non, non, ce Mais c'est sera... qui Cocorico? Ah non, Cocorico, je dis Cocorico par rapport, enfin chauvin par rapport à la franchise, par rapport aux Sixers. Ah! Oui, le C'est chauvinisme. vrai, toi, t'aimes. Ah. Pardon, oh là là, j'ai cru. Purée, Oui, j'ai... pardon. Ouf! Ah bah, ma Oui, foi, voilà. ma foi, c'est toujours valable, hein, c'est toujours potentiellement Cocorico, hein, parce que Embiid pour le moment ne joue pas avec la sélection du Cameroun et peut toujours jouer avec la sélection française. Hein. Vrai, mais Van Fournier s'est clairement opposé à ça et il a eu raison de le faire en plus. Franchement, ça aurait été scandaleux. Ouais, bah à ce temps-ci, c'est pas lui le DTN. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est pas lui. Mais moi, je trouve que le fait qu'il s'est exprimé comme ça, je trouve ça vraiment très beau de sa part. Voilà, bah, c'est vrai qu'il veut défendre son pote Rudy aussi, ok, parce qu'il sait très bien que si Embiid il vient en France, C'est cuit. Rudy Gobert, Ouais. bah, il va Il sortir écrit du de banc ouf. fort, frère. Il va sortir du banc à l'aise, wesh, et c'est normal. Bah moi, pour ma part, le favori aujourd'hui, celui qui est le mieux lancé, concrètement, c'est Joker, évident. Surtout que les stats de ouf qu'il a à la passe, et même le peu de ballons qu'il perd. Hein. Joker, je crois que c'est 3 ballons perdus, c'est ça, un truc comme ça. C'est vraiment honorable pour un joueur qui a plus de dire bon, 26 points, 8 passes D. 1,7 style, hein. 1,7 style. Et donc, voilà, donc il a également une capacité à l'interception. Pour moi, Joker est favori, même si j'aimerais, subjectivement parlant, que Embiid puisse l'emporter, notamment par rapport à la furie qu'il a fait en début de saison, et même le milieu de saison avant sa blessure. Concrètement, avant sa blessure, il était